Bonsoir à toutes et à tous, hein. Merci d'être venus chez Caribe ce soir, nombreux et nombreux. On est super content d'accueillir pour la deuxième fois la compagnie des Antichés, qui la dernière fois nous avait apporté donc, des textes dont ils ont le secret, soit des textes qu'ils ont joués ou qu'ils ont voulu jouer, comme ce sera le cas ce soir, des textes qui leur tiennent à cœur, et puis nous on essaye de mettre un autre petit grain de sel en proposant un texte qui éventuellement résonne avec les leurs. Et voilà, c'est une expérience qu'on a nous très envie de continuer. On a adoré ce qui s'est passé il y a 3 semaines. On espère que ça va être aussi bien ce soir. Euh, c'est vrai que de faire un peu se rencontrer, enfin le monde du théâtre, puis celui de la librairie. Enfin non pas qu'il n'y ait pas de pont hein, et de perméabilité, mais pas assez, pas suffisamment. Profitez-en aussi, enfin la compagnie Les Antichés, si j'ai bien saisi, est une compagnie qui est en voie de professionnalisation, donc qui a besoin de soutien, quand elle monte des spectacles, mais qui a aussi besoin de soutien sous forme éventuellement de dons, qui sont toujours bienvenus. Donc n'hésitez pas, à la fin de cette lecture théâtrale, ou de ces lectures théâtrales, à manifester aussi votre soutien dans la mesure de vos moyens, bien entendu. Et voilà, quoi. Et je vais laisser la parole à Mélanie. Oui. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. On est ravis aussi de faire cette deuxième lecture. On a pris un petit peu moins de comédiens cette fois-ci pour que ça facilite aussi pour la parole. En tout cas, on va vous présenter donc 2 pièces qu'on a sélectionnées. La première, c'est Presque égal à de Jonas Hassen Kemiri. Donc, c'est un auteur qui est tunisien et suédois. Enfin, il est suédois mais d'origine tunisienne, pour être plus exact. Et on a monté sa première pièce, qui s'appelle J'appelle mes frères, qui était la première pièce créée par la compagnie. Il y a maintenant 3 ans, qu'on a pas mal tourné. Et ça, c'est sa toute nouvelle création, alors qui est déjà sortie il y a 1 an et demi, presque 2 ans, qu'on devait monter, et finalement qu'on n'a pas monté pour plein de raisons, et qu'on montera peut-être un jour. Et on va vous lire aussi des extraits de Kofi Kwaolé, La mélancolie des barbares. Des extraits qu'on a choisis qui sont vraiment en rapport avec Presque égal à, puisque Presque égal à nous parle du monde économique, et plus précisément du monde du travail, où on suit le parcours de plusieurs personnages qui essaient désespérément de se réinsérer dans le système économique et qui, malgré eux, font le jeu de notre système capitaliste. Voilà, un beau programme. Et enfin, on vous lira un extrait aussi, Les effondrés de Mathieu Larnaudy. Voilà. Mathieu Larnaudy qui devrait nous rejoindre normalement, sauf voilà, accident. Voilà. Donc on va commencer par Presque égal à. L'acte se déroule dans les souvenirs d'Andrei, à l'époque où il n'avait pas de travail. Nous suivons son combat pour entrer dans le système économique. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Peter, je suis SDF et j'ai un petit problème. Je viens d'apprendre que ma sœur a eu un accident de voiture. Elle s'est fait renverser, elle est à l'hôpital. Elle est dans un état critique mais stable. Je viens de lui parler. Ne lui faites pas confiance. Sortir. Ce serait vraiment sympa si quelqu'un pouvait m'aider d'une pièce ou deux pour que je puisse prendre le train et aller la voir. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup. 2 €, 1 €, 50 centimes peut-être. Il dit ça tout le temps. Si quelqu'un a un peu de monnaie dans sa poche, dans son sac à main. Personne? Juste quelques centimes pour que je puisse prendre le train et aller voir ma sœur. 2 €, 1 €, 50 centimes peut-être. 2 €, 1 €, 50 centimes Elle s'est peut-être. fait renverser par une voiture. Elle rentrait du travail. Quelqu'un l'a poussée dans la rue. J'ai besoin d'argent pour m'acheter un billet de train. Je veux juste pouvoir les rendre visite. Personne? Bon. Merci quand même. Bonne soirée. Ça a commencé cet automne. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je rentrais chez moi, j'avais pris l'escalator, j'avais passé le portillon. Je m'appelle Peter. Il était là. Je suis SDF. Il avait des cheveux blonds, des tatouages sur les mains et des piercings sur le visage. J'aurais besoin d'un peu d'argent pour manger et me loger. Et puis, je l'ai vu tous les jours. Quand j'allais à mon cours du soir, quand j'allais faire des courses, quand j'allais chercher mon petit frère chez un pote. Bonjour, je m'appelle Peter. Je suis SDF. J'ai pas mis longtemps à comprendre que ce gars, c'était un putain de pro. Bonjour, je m'appelle Peter. Rien dans son attitude n'était un hasard. Bonjour, je m'appelle Peter, je suis SDF. La journée, il se tenait entre le fleuriste et la boulangerie pour que sa puanteur soit camouflée par le parfum des fleurs et du pain.
Le soir, quand il y avait moins de monde, il était en bas des marchés et il tenait la porte aux gens pour qu'ils ne ratent pas leur métro. Je vous en prie. Bonne soirée. Et les jours de paix, il était toujours à côté du distributeur. Bonjour, je m'appelle Peter. Un petit geste pour un SDF? Ou plutôt, un petit geste pour un faux mendiant qui sait exactement comment faire pour soutirer aux gens le plus de fric possible. Et tous les jours, le même mantra. Bonjour, je m'appelle Peter. On sait. Bonjour, je m'appelle Peter et je suis SDF. Non, c'est pas vrai. 2 euros, 1 euro, 50 centimes peut-être. Ok, maintenant ça suffit. J'étais le seul à voir clair dans son jeu. Bon, c'est vrai qu'il sentait mauvais et qu'il avait plein de cicatrices sur le bras, mais en même temps... Quelques euros pour un repas chaud. Et puis il avait un portable. Une petite pièce pour que je dorme pas dehors cette nuit. Si, c'est vrai. Un portable flash. Et chaque fois qu'il avait un appel, il se mettait à l'écart pour que les gens le voient pas. 50 centimes peut-être. Franchement, quel genre de SDF possède un portable? C'est vrai qu'il avait un caddie rempli de bouteilles consignées, mais devinez ce qui était caché en dessous? Devinez? Une housse de guitare. Avec la guitare à l'intérieur. Non, merci quand même. Bon voyage. En plus, il y avait quelque chose de faux dans sa voix. Non, merci quand même. Bon voyage. Au lieu de bafouiller et de mal s'exprimer, il parlait un peu avec la voix qui montait, genre comme un acteur. Non, je vous remercie quand même, mesdames et messieurs. Passez une excellente journée. Il parlait exactement comme ça. Mais j'étais le seul à voir clair dans son jeu. Tous les autres l'inondaient de pièces de 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et un jour, j'ai même vu une dame qui lui donnait 10 euros juste parce qu'il avait inventé un mensonge à propos de sa sœur qu'il avait besoin d'aller voir. Merci beaucoup. Ça va pouvoir m'aider à payer mon voyage. Elle va être tellement contente. C'est exactement ce qu'il a dit. Tellement contente. Bien sûr. Comme s'il avait une sœur qui s'était faite renverser par une voiture. C'était si évident qu'il mentait. Je me suis promis de ne jamais devenir comme lui. J'irai jusqu'au bout de mes cours du soir, j'apprendrai le système, je me trouverai un boulot avec un bon gros salaire, une bonne prime de Noël, une belle secrétaire et une bonne grosse voiture d'entreprise. Et je continuerai aussi bien à aider ma mère avec le loyer et qu'elle ne reste plus debout la nuit avec sa calculatrice à s'inquiéter pour la prochaine facture d'électricité. Mais prends garde à Mammon. T'as dit quoi, maman? Mammon, ne tombe pas dans les griffes acérées de Mammon. Aucun risque. Parce que se passera-t-il? Que se passera-t-il si Mammon s'introduit en toi? Je commencerai à voir le monde avec les yeux de Mammon. Et tes mains? Elles deviendront celles de Mammon. Et tes pensées? Elles deviendront celles de Mammon. Et bientôt tu ne pourras plus rendre service à un ami sans lui demander de l'argent. Tu ne pourras plus aider ta propre mère sans lui faire une facture. Et tes pupilles se transformeront en tout petits symboles noirs du dollar. Mais il n'y a aucun risque. Ta morale sera synonyme de balance commerciale. Tout va bien, je vais pas... Ta famille sera réduite à un héritage. Ok, je comprends. Je vais me méfier de Mammon. Je vais pas devenir comme papa. Je vais rester moi-même et ne pas penser qu'à l'argent. C'est tout ce que je demande. Je vais pas acheter un appartement avec un ascenseur qui arrive direct dans l'entrée et un système audio qui détecte quand je rentre et qui se met en route tout seul. Et il y aura pas non plus de télé écran plat dans la cuisine, ni de dressing dans la chambre qui s'allume quand on ouvre la porte avec des rangées de chaussures bien cirées, des belles cravates sur des cintres spéciaux, des vestes avec encore les étiquettes dessus et des chemises de marque rangées par couleur sur des cintres en bois. Je continuerai à me couper les cheveux moi-même et je commanderai jamais un plat sans regarder d'abord le prix. Juste un simple boulot. C'était ça mon plan. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Nous nous retrouvons chez Pôle emploi. Après le week-end, je suis allé m'inscrire chez Pôle emploi. Je ne savais pas bien comment ça fonctionnait, alors j'ai demandé à l'accueil. La femme derrière le guichet a levé la tête de son ordinateur avec des yeux presque aussi fatigués que ceux de ma mère après le boulot de nuit. Oui, Oui, je voulais juste savoir comment on fait pour s'inscrire. s'inscrire. Oui. Comme demandeur d'emploi? Comme demandeur d'emploi Oui. J'aurais besoin d'un travail. d'un travail. Oui, d'un travail. S'inscrire, c'est pas du tout un problème, c'est pas très compliqué. Ok. Vous allez commencer par reculer de 4 pas, vous pouvez le faire. Mhm. Vous allez tourner la tête à 60-65 degrés sur votre gauche. Mhm. Qu'est-ce qui est marqué là, sur le panneau? Que si on veut s'inscrire comme demandeur d'emploi, on doit prendre un ticket. Maintenant, vous allez prendre un ticket. C'est écrit quoi comme numéro? 54. Maintenant, vous allez tout simplement vous asseoir et attendre votre tour. Vous y arriverez à attendre votre tour?
Je me suis retourné et je suis allé m'asseoir. 47, J'ai attendu. 48, Je suis resté calme. 49, J'ai pas sauté au-dessus du comptoir, je l'ai pas frappé, je lui ai pas donné des coups de pompe dans la tronche jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. 50, À la place, je me suis levé pour regarder les emplois proposés sur l'ordinateur mis à disposition. 51, Il y en avait autant qu'on voulait. Contrôleur financier, vendeur, expert comptable, 52, directeur général adjoint, consultant. 53, 53, pas de 53, bon bah 54. Là, La dame de Pôle emploi sort, le monsieur de Pôle emploi entre. Bienvenue, André. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? j'aimerais m'inscrire comme demandeur d'emploi. Très bien, on va faire ça tout de suite. Vous n'auriez pas un CV sur vous par hasard? Le CV est montré. Si, Merveilleux. Et vous n'auriez pas aussi apporté votre relevé du note du bac? si, voilà. Les notes sont montrées. Formidable. Et ne me dites pas que vous avez aussi suivi un enseignement supérieur. Je viens de terminer une formation en cours du soir en sciences économiques et en marketing. Excellent. Alors on vous inscrit tout de suite. J'ai imprimé quelques offres d'emploi qui pourraient m'intéresser. L'homme de Pôle emploi jette un œil sur les propositions d'Andrei. Intéressant, 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 intéressant. Mais on avait plutôt l'impression qu'il disait... Imbécile, 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 imbécile. Pardon? Oui, en fait, je veux dire, je crois que la plupart des employeurs ont d'autres exigences que celles que vous avez en matière d'expérience et de formation. Mais si je dis assainissement, que dites-vous? Assainissement. Oui, assainissement. Vous semblez être en bonne condition physique. Avez-vous une expérience de travail dans le nettoyage à haute pression? Non mais... je préférerais travailler quelque chose qui a un rapport avec l'économie ou le marketing ou même la vente. Comme par exemple directeur général adjoint. Je préférais commencer par chercher ce genre d'emploi. Oui, vous avez raison. On ne perd rien à essayer. Et vous ne pensez pas que mon nom de famille pourrait être un problème? Pardon? Mon nom de famille. Non, non, je ne pense pas. Ça ne devrait pas être un problème. Et si jamais ça en était un, ça ne serait pas bien que ça le soit. Vraiment pas bien. Mais j'espère que ça ne le sera pas. Tiens, pour plus de sûreté, prenez ça aussi. Et il m'a tendu le papier avec le nom de l'entreprise qui cherchait un agent de nettoyage industriel. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé mes recherches. Nous retournons chez Andrei. Mais le mec de Pôle emploi avait tort. On ne perd rien à essayer. C'est des conneries. Si, on perd tout. On perd son temps. Vous en avez du temps. Et on perd 70 centimes par timbre, 5 centimes par enveloppe, 10 centimes par impression et 20 centimes pour la photocopie du diplôme. Et alors? C'est pas grand-chose quand même. 0,70 plus 0,05 plus 0,10 plus 0,20 égale 1,05 €. Disons 1 € par candidature envoyée. C'est quoi 1 euro? 1 euro, c'est rien. C'est une glace à l'eau. C'est 5 sacs en plastique dans un supermarché. J'ai postulé pour 10 emplois, ça fait donc 10 €. Et alors? 10 euros, c'est une place de cinéma et quelques bonbons. J'ai postulé pour 20 emplois. 20 euros, c'est pas non plus énorme. C'est un dîner et une bière dans un endroit médiocre. J'ai postulé pour 40 emplois. Ok, je comprends ce que vous voulez dire. Je me suis servi de tout ce que j'avais appris à mes cours de marketing. Bonjour, je m'appelle Andrei. J'ai mon bac et je viens de terminer une formation en économie et en marketing. Je variais mon message en fonction des préférences des destinataires. Bonjour, je m'appelle Andrei. J'ai mon bac et j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec les animaux. Parfois, je gardais un ton timide. Ce serait pour moi un grand honneur d'avoir la chance de pouvoir passer un entretien chez vous. Parfois, j'optais pour un autre style. Saisissez l'occasion, profitez-en, engagez-moi. Demain, il sera peut-être trop tard. Je m'efforçais de ne pas avoir l'air désespéré. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je ne mentais jamais, J'adore les chiffres. mais c'est vrai que parfois j'exagérais. Vous n'auriez plus jamais à chercher d'autres candidats si j'avais la chance de pouvoir travailler comme assistant comptable dans votre municipalité. Mais quoi que je fasse, la réponse était toujours la même. D'abord une longue période de silence, puis une lettre, et l'espoir que maintenant il va enfin se passer quelque chose. Bonjour. Merci de votre intérêt. Énormément de candidatures. Un processus long et compliqué. Malheureusement, il apparaît que Vous n'êtes pas celui que nous recherchons. Vous comprenez? vous n'êtes pas celui que nous recherchons. Et ce n'est pas seulement à cause de votre étrange nom de famille qui est si long et si difficile à prononcer. Vous êtes sous-qualifié. Vous n'êtes pas assez doué. Et en plus, vous êtes très moche sur la photo jointe. Vous avez l'air d'un gros naze. Ici, on se moque de vous d'ailleurs. On a affiché votre candidature sur notre frigo dans la cuisine de l'entreprise et chaque fois qu'on passe devant, on ricane comme ça. Oh, regardez ce gros naze, on se tord de rire. Regardez ce gros naze qui croyait que ça suffisait de faire un cours du soir en marketing pour être engagé ici. Et quand la journée de travail est terminée, on rentre chez nous dans notre appartement où il n'y a pas de petit frère qui nous demande pourquoi on ne déménage pas, pourquoi on ne trouve pas de boulot, pourquoi on reste toute la journée à la maison à coller des enveloppes. Pour être honnête, je voulais abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que si j'abandonnais, je serais comme tous les autres. J'ai baissé mes exigences. J'ai envoyé ma candidature pour être gardien.
J'ai envoyé ma candidature pour être agent de nettoyage industriel. J'ai envoyé ma candidature partout et à chaque fois, la même réponse, la même lettre, la même conversation téléphonique. Hélas. Et chaque fois que je descendais acheter des timbres au bureau de tabac, je croisais ce faux cul de Peter qui se tenait avec son gobelet rempli d'argent. Bonjour, je m'appelle Peter et je suis SDF. Son discours avait évolué. Bonjour, je m'appelle Peter et ça, c'est ma guitare. Il variait son message en fonction des préférences des clients. Bonjour, je m'appelle Peter et pour 1 euro, je vous joue un morceau. Ou non, plutôt, pour 1 euro, j'arrête de jouer. Il comprenait le potentiel commercial de la variation. Bonjour, je m'appelle Peter et il me manque 3 euros pour pouvoir m'acheter une bouteille de rouge. Vous ne pourriez pas subventionner mon achat? Parfois, il était sincère. Parfois, il essayait de blaguer. Bonjour, je m'appelle Peter et je suis PDG. 1 euro, ça suffirait à payer mon prochain parachute doré. Mais cette fois-ci, il était dans le registre des pleurs. Il était assis par terre, silencieux, avec de fausses larmes dans les yeux, et il se balançait d'avant en arrière en se tenant les genoux et en regardant son portable. Je suis passé devant lui sans le voir. Je suis entré dans le bureau de tabac, j'ai acheté mes timbres, et après, sur le chemin du retour... Excusez-moi. Je m'appelle Peter, je suis SDF et je viens d'apprendre que ma sœur s'est fait renverser par une voiture. J'ai besoin d'argent pour m'acheter un billet de train et aller la voir. Vous pourriez pas me... Non? Andrei fait un signe à Peter et fait semblant de chercher de l'argent dans ses poches. Ta sœur, je l'emmerde. J'étais au travail, au bureau de tabac, et j'établissais un plan. Tout ce dont on a besoin, c'est un peu de terre. Pas beaucoup. 15 hectares. Ça suffit même avec 10. 6 hectares de champs, 1 pour les légumes, 3 pour le pâturage. Tout est issu de l'agriculture biodynamique et certifié bio. La nourriture des animaux provient de la ferme et leur fumier est utilisé pour la culture qui devient ensuite des semences, aussi bien pour les légumes que pour les céréales. Tout entre dans le cycle naturel. Bonjour, vous avez des bingos? Bien sûr, combien? 2. Non, j'en veux 3. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup de bêtes, peut-être 20, 25 brebis, quelques agneaux, un bélier, une paire d'oies, quelques canards peut-être, une trentaine de poules, quelques coqs et quelques chats, bon, éventuellement des abeilles aussi pour faire de l'apiculture, et peut-être aussi un cheval de trait, bon, c'est pas une Un obligation. bingo, s'il vous plaît. Oui, voilà. Dans le champ, on a un pâturage et on cultive des céréales d'automne, de l'avoine, de l'épeautre et des pommes de terre. Dans le coin légumes, on cultive des carottes, des oignons, des betteraves, du chou blanc, du chou rouge, des brocolis, du chou-fleur, du chou rave, du chou navet, des panais, des poireaux, du céleri rave, des haricots verts, des haricots beurre, des concombres, des blettes, de l'épaule, de la lizarde et des pommes de terre. Bonjour, le journal et un bingo, s'il vous plaît. Oui, voilà. On fait tout à la main. On a juste besoin d'un tracteur. Un petit tracteur tout simple. Et puis des ciseaux électriques pour la tonte des moutons. Andrei entre. Excusez-moi. Oui? Oui. Mais je peux vous aider? Les timbres. Ah, oui, bien sûr, pardon, tenez. Et aussi un bingo? Non, merci. C'est bon. Aussi, en fait. Voilà. La maison sera simple. Des WC biologiques à l'intérieur. Des WC extérieurs dans la cour. Une cuisinière à bois pour le chauffage. L'eau chaude grâce à un ballon accumulateur d'énergie. Le bois vient de la forêt, le poisson du lac et les pommes du verger. Au fait, vous n'auriez pas par hasard besoin de quelqu'un en extra? En ce moment, je suis entre 2 boulots, j'ai une formation dans la vente et dans le marketing, et je vois ici un potentiel de vente non exploité. Bon, en ce moment, je crois qu'on a besoin de personne, mais c'est pas moi la propriétaire des lieux, donc vous pouvez toujours passer déposer votre candidature. Le CV et la lettre de motivation sont montrés. Oh, bah super. Je les pose ici et puis on vous contacte si besoin. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors où j'en étais? Oui. Alors, le terrain, le sol, la maison, la serre, l'abattage, le groupe électrogène, le silence, l'autogestion, la liberté. Ah, c'est exactement ça. La liberté. Martina 2, une copie de Martina, entre sur scène. Et l'odeur? Quoi? On fera comment avec l'odeur? Quelle odeur? Les WC extérieurs, les WC biologiques à l'intérieur, le fumier, les baies. Bah, on s'habituera. Ça fait combien de temps qu'on travaille ici? 6 mois. 2 ans, 4 mois et 3 jours, et on ne s'est toujours pas habitué à l'odeur. Mais arrête de te plaindre. Du café brûlé, des SDF, des fruits trop mûrs, de l'encre d'imprimerie, putain! On va pas tarder à rentrer. Et après, on a rendez-vous avec un coach. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse avant ça?
qu'on s'achète un nouveau parfum. Mais on n'a pas les moyens de s'acheter un nouveau parfum. On pourrait appeler nos parents et leur demander un peu. On n'a pas besoin d'un nouveau parfum, t'entends? On a tout ce dont on a besoin. On a un boulot tout à fait correct. On déteste. On a un appartement. Un petit 2 pièces humide avec des voisins alcooliques dans un quartier où nos amis ont peur d'aller. On a un mari. Un mec foutu comme un curly et totalement incompétent sur le plan économique. On a une fille merveilleuse. C'est vrai. On manque de rien. De rien. De rien. À part d'une carrière. Mais ça va bientôt changer. Martina 2 pousse Martina vers la coach emploi. Finalement, je suis entrée. Bel ascenseur. Je me suis présentée à la réception et je suis allée m'asseoir dans la salle d'attente. Belle machine à café. Ça a l'air prometteur. Puis je suis allée aux toilettes. Beau papier toilette. Et quand je suis ressortie, elle était là. Bienvenue. Elle s'est présentée et on est entré dans son bureau. Qu'est-ce qu'elles sont beaux. Asseyez-vous. Je me suis assise sur une chaise. Jamais on s'est assis sur une chaise aussi confortable. Bonjour, c'est la première fois que vous rencontrez un coach? J'ai hoché la tête et j'ai regardé l'horloge. J'hallucine, regarde l'horloge, elle fait absolument aucun bruit. Vous vous sentez nerveuse? Elle a dû coûter une fortune. Non, pas spécialement. C'est bien. Je vais commencer par vous expliquer comment ça se passe généralement. Ça vous va? Dans le pack que vos parents ont commandé sont donc compris 9 séances avec un coach, 12 séminaires ouverts à tous et facultatifs, et ce qu'on appelle une analyse DISC. Pendant qu'elle parlait, je pensais à autre chose. DISC pour Dominance, Inducement, Submission et Compliance. Dominance désigne le pouvoir et le contrôle. Intéressant. Je me disais que l'épeautre peut donner une bonne récolte, puisqu'elle n'a pas de difficulté à pousser et que ses épis étouffent les mauvaises herbes. Submission désigne plutôt la patience et la ténacité. Et la pomme de terre est bien parce que si on la bute quelques fois pendant la saison, ça favorise son bon développement et puis ça combat les mauvaises herbes. Écoute à la place. Nous allons aussi faire des exercices de théâtre pour vous donner confiance en vous lors de votre prochain entretien d'embauche. Je pensais à la relation étrange que ma famille avait avec l'argent. Mon À but, Félicia qui était à la crèche, à Tante Solveig qui était à l'agonie et à cette voix que je recommençais à entendre et aux minutes qui s'égrenaient tout à fait inutilement. mon but, lors de ces séances, est de vous faire atteindre votre but. Vous comprenez? Le temps passe vite quand on s'amuse. Vous avez des questions? Moi? Oui? Vous vous posez des questions? Quelque chose ne vous semble pas clair? Demande-lui qui a designé la chaise, combien coûte l'horloge, où elle a acheté son parfum. Des questions. Des questions. Ah, bien sûr que j'en ai des questions. Pourquoi est-ce que tout va de travers? Comment le secteur de la banque peut-il être plus grand que toute notre économie réunie? Comment est-ce que je vais pouvoir donner à ma fille un avenir sûr quand le monde entier est en train de s'effondrer? Où est-ce que je vais pouvoir trouver 10 hectares de terre cultivable? Comment est-ce qu'on loue un bunker? Où est-ce qu'on achète des masques à gaz, des combinaisons de protection et toutes ces merdes pour notre survie? Pourquoi c'est bien de cultiver du céleri rave après avoir cultivé du chou? Et pourquoi est-ce que l'oignon et la carotte doivent se cultiver l'un à côté de l'autre? Et pourquoi je sais toutes ces choses sans les avoir testées dans la réalité? Vous portez quoi comme parfum? La ferme! Pourquoi est-ce que les gens disent « Ah oui, et tu comptes faire ça encore longtemps quand je parle de mon travail ?» Hein, et pourquoi est-ce que tout le monde dit que je dois réaliser mon potentiel? Le parfum! Et comment on fait taire une voix insupportable qui s'obstine à mesurer le monde en chiffres, en euros et en pourcentage? Nous avons un voyage passionnant devant nous. Mais la séance est terminée pour aujourd'hui. Déjà? Je me suis levée pour partir. Demande-lui combien elle prend. Je l'ai remerciée. Combien vous prenez? Je lui ai tendu la main et j'ai dit juste une chose. Mais c'est peut-être un peu personnel. Allez-y. Combien vous facturez? Yes! Pardon? Combien vous prenez? Combien paient mes parents pour ça? Vous sentez que c'est important pour vous de savoir Non combien... mais allez-y, hein, je suis pas stupide. J'ai vu la secrétaire, la machine à café, puis les bougies dans la salle d'attente. Et le papier toilette. Ça m'a rendu curieuse de savoir combien vous prenez. Bon, dites en gros, hein. Quoi, vous prenez plus de 100 € de l'heure? C'est important pour vous d'avoir un chiffre exact. Plus de 150? Ah, ils vous paient plus de 200 € à chaque fois. Et s'ils le faisaient? Si vos parents avaient décidé de payer la séance plus de 200 €, ce ne serait pas un signe qui montrerait combien ils tiennent à vous? Qui montrerait à quel point ils ont envie que vous trouviez le bon chemin dans la vie? À quel point c'est important pour eux que vous réalisiez votre... Non, ne le dites pas. Hein. Je déteste ce mot. Allez, laissez tomber. Je voulais juste savoir combien votre temps valait. Mon temps à moi vaut 9 € de l'heure. Au noir, pas de majoration de salaire pour les heures sup, pas de retraite. Voilà ce que je suis payée quand je travaille au bureau de tabac. Et pourtant, mon temps est bien trop précieux pour revenir ici. Voilà. C'était les extraits choisis de Presque Gala. On enchaîne tout de suite sur la deuxième pièce où il y a des remarques et des questions à faire déjà sur celle-ci ou peut-être
que si tu veux en parler, toi, Hugues, qui l'a lu. Non, moi j'ai été très impressionné par ce texte, mais en fait, moi je connaissais pas Jonas Hassen Khemiri il y a encore quelques mois. Enfin, je savais que les Antichés avaient monté J'appelle mes frères, pardon. Donc j'ai lu le roman en fait, pas la pièce. Hein. Et puis bon, voilà, il y a presque égal A qui est entré dans le paysage, et c'est vrai que j'ai été assez sidéré en fait par. Alors là, il y a aussi un travail de traduction, je pense, qui a été remarquable parce que ça se passe quand même en Suède, Oui. Et de la façon dont ça a été traduit et adapté, justement, bon, on a vraiment l'impression que ça pourrait être le tabac du coin et le pôle emploi d'ici, quoi. Et sans qu'il y ait de trahison là-dedans, je pense que le jeu sur notamment le prénom et le nom de famille qui n'est jamais prononcé, par exemple, mais qu'on suppose être peut-être à cause du prénom polonais ou lituanien, passe aussi très bien dans un contexte français, enfin, même si c'est moins probablement prégnant cette immigration des pays baltes et de Pologne en fait en Suède. Mais oui, je trouve. J'admire beaucoup en fait les auteurs, et ça c'est peut-être une spécificité du théâtre, qui arrive à faire rire, même très jaune, hein, mais à faire rire vraiment, quoi, avec des choses qui sont pas drôles du tout, quoi, en réalité. Et ça, je trouve que c'est très fort, quoi. Et Jonas Hassen Khemiri, je pense, en est un bel exemple. Et cette interprétation, donc, qui est pas théâtrale, qui est de la lecture théâtrale, mais on voit avec les voix qui se chevauchent, le fait, le côté légèrement schizophrénique en fait de l'un des personnages. Il y a deux personnages qui se battent à l'intérieur, chacun pour essayer de prendre le crachoir et de faire passer les choses. Bah, c'est assez magnifique. Enfin, c'est vraiment aussi ce que le théâtre apporte par rapport à, je pense, à la littérature non théâtrale, au théâtre. Donc vraiment, voilà. C'est un très beau texte, et bravo et merci, quoi. Merci aussi. Bah, du coup, on vous présente alors un deuxième texte qui s'appelle donc La mélancolie des barbares de Kofi Kwaole, qui est un auteur de théâtre quand même assez connu maintenant, qui a écrit beaucoup d'œuvres. C'est un auteur qui est assez spécifique, il écrit beaucoup en écoutant du jazz, donc ça se retrouve dans son écriture, je trouve. Là, il a écrit La mélancolie des barbares. À la base, il travaille beaucoup comme ça. Il travaille par commande d'écriture. Kofi, il met pas du tout en scène. Il était comédien au début de sa carrière, puis il a complètement arrêté parce qu'il est flippé d'être sur scène, donc il préfère écrire. Et du coup, il met pas du tout en scène. Et il travaille beaucoup avec des metteurs en scène qui lui commandent qui lui font une commande d'écriture, ou alors il part, comme là récemment. Il a écrit Samo, qui a été mis en scène par Laetitia Guédon, qui s'appelait Samo et Tribute to Basquiat, donc qui était sur l'œuvre de Basquiat et de sa jeunesse, le peintre. Et là, en fait, c'est une commande d'écriture qui a été faite par la compagnie Tabula Rasa, qui est une compagnie qui vient de Toulouse. Et c'est une pièce qu'il a écrite à partir de jeunes d'une cité qui intervenaient dans une MJC vers Toulouse. Et donc, en fait, là, Kofi Kwaole, dans une seule pièce, il traite un petit peu je dirais presque toutes les problématiques et les maux de notre société contemporaine, que ça soit la société économique dans laquelle on peut évoluer avec les problématiques relatives au travail, ce que j'ai choisi un peu comme extrait. Mais ça traite aussi beaucoup de la problématique de la religion, la problématique de la place des femmes, de ce qu'on veut dire quand on dit qu'on veut protéger les femmes, etc. etc. Donc c'est un texte, moi, que j'aime beaucoup parce qu'il traite de plein de choses avec, vous verrez, une très belle patte, à mon sens, pas évidente. Et que je pense, si on est ramené à refaire des lectures, vous entendrez d'autres extraits puisqu'il se colle, il y a tellement de sujets dedans que voilà, on peut en lire régulièrement des extraits. Donc là, j'en ai choisi deux qui à sa façon, à la façon de Kofi Kwaole, parle aussi de la problématique de l'emploi, de ne pas trouver du travail, et encore plus quand on est dans le cadre d'une cité, puisque ça se passe dans une cité. Voilà. Mais qu'est-ce que tu crois, maman? Tu veux vraiment que je te dise d'où je sors mon argent? Non, ça va. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'ouvrir les yeux. Je ne veux rien savoir, je ne veux plus savoir. Je préfère ne pas savoir. Ouvrir les yeux est un luxe que je ne peux pas me permettre. J'ai rencontré le mari de Baby Mo. C'est un type bien.
Lui aussi pense que c'est mon devoir de vous protéger. Puisque papa n'est plus là, c'est à moi de faire que vous ne manquiez de rien. Je fais ce que je peux, maman. Simplement, je n'ai pas la force de courir d'entretien en entretien, comme Lulu. Parce qu'il n'y a plus le moindre boulot par ici. Peut-être qu'elle se dit, on ne sait jamais. Peut-être que ça l'occupe. Mais moi, j'ai à vous protéger, à faire que vous ne manquiez de rien. Comme si papa avait été là. Ça sent bon. Tu devrais cesser de voir Babyman. C'est elle qui me court après. C'est étrange comme elle s'habille depuis son mariage. J'aimerais que Lulu s'habille comme elle. On dirait une image du désert. Remarque, ça lui va plutôt bien. Ça la fait... comment dire cela? Pas plus femme, disons moins fillette. Tu aimerais quoi? Que Lulu aussi porte le voile. Lulu. Oui, Lulu. Ma fille portait le voile. Ça la protégerait. Contre quoi? Je sais pas, contre toutes sortes de choses. Certaines personnes, tous ces gens qui envahissent la ville, avec dans les regards... Tu t'as pris comme ça, là, comme une colique, cette histoire de voile? Écoute-moi bien, Zacharia. Tu ne feras jamais porter le voile à ta sœur. Je te dis que ça la protégerait. Tu ne feras jamais porter le voile à ta sœur. Babymo le porte bien, elle. Et alors? Monique, c'est Monique. Lulu, c'est Lulu. D'où te vient cette idée-là, Zacharia? Tu ne contraindras jamais ta sœur à porter le voile. J'avais dit ça comme ça, tu sais. Tu ne soumettras jamais ta sœur au voile. Mais qu'est-ce que tu crois, maman, que je voulais vraiment affubler Lulu de ce truc-là? Jure-le-moi. Sur la tête de papa. Pour Monique, je ne peux pas juger. En tous les cas, ça la fait plus droite au-dedans. Une figure quelque peu sévère et lointaine, une femme respectable. On ne peut pas dire le contraire. Ça lui va plutôt bien. Désormais, c'est une femme mariée, Zacharia. Je te dis que c'est elle qui me court après. Et elle ne te court pas après, elle t'aime. C'est une femme mariée et elle t'aime. C'est une femme troublée, une femme qu'un rien peut donc briser. Alors ménage-la. J'ai rencontré son mari, le flic. Il dit qu'il aurait aimé connaître papa. Il m'a parlé comme un père. Qu'est-ce que ça sent bon? Tu aimes? Ça a dû te coûter une fortune. C'est qu'un flacon de parfum, maman. C'est pas comme si je t'avais offert une Ferrari. T'aimes? Ça sent bon. Tu manqueras de rien, maman. Je te protégeais. Comme si ça avait été papa. Ce type qu'ils ont mis à la police, c'est con. Je viens de le croiser, il tournait encore autour de l'immeuble. Le mari de Babymo. Comment ça s'est passé? Ça aurait pu mieux se passer. Mal. On fait que des réflexions sur mon bandana et mes chaussures. Pas parce que tu portais ces chaussures-là. Mais qu'est-ce que tu veux que je porte d'autre, maman? Des talons aiguilles? Puis je les emmerde. Ce sont pas les chaussures qui ont besoin de boulot, c'est moi. De toute façon, ils n'en ont rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre. Ça parle, mais ils se payent notre tête. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, nous voir crever, sans un mot. Crever dans notre coin. Crever en silence. Crever peut-être même en leur disant merci. Merci pour tout. Comme si tout ça était normal. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé ce type à la police. C'est ce qu'il fallait à la cité. Je parle à maman. Un homme à poigne, qui les a durs et bien accrochés là où il faut. Ça, c'est du cinéma. C'est leur cinéma. La réalité, c'est que tout est mort. Que c'est bien mort. Mais ils nous balancent ce type, le mari de Babymo, pour se donner l'illusion qu'ils sont encore capables d'avoir quelques petites érections comme ces vieux qui se gavent de films porno, avec l'espoir que ça frétille à nouveau. Mais c'est mort, c'est bien mort. Et puis toi, je t'ai même pas adressé la parole. Quelqu'un à qui on ne la raconte pas. Question ordre. Parce qu'il en faudra de l'ordre avec toutes ces misères qui nous arrivent de partout. Quel con. Quand ça va vraiment cramer, les comme toi, les comme moi, on les écrasera en premier. Alors continue à faire ton intéressant, à te prendre pour l'un des leurs au lieu d'aller chercher du boulot. La loi. Quelqu'un qui se souvient encore de la loi. Il suffirait qu'une seule personne s'en souvienne de la loi pour que l'air dans ce pays commence à ressentir humain. Tous ces gens qui viennent s'entasser autour de nos murs, laissant derrière eux femmes et enfants, laissant derrière eux femmes avec leurs mœurs équivoques. Maman, dis-lui qu'il nous lâche. Tiens, j'en veux plus de ton bandana. Nous aussi, nous avons nos misères. Ce sont pas les pauvres qui manquent ici. Mais nous ne demandons à personne de nous plaindre. On ne l'affiche pas aux yeux du monde, par décence et par orgueil. Ces gens n'ont aucun orgueil. Et on n'arrive à rien sans orgueil. Ne sois pas inutilement méchant, cela ne te ressemble pas. J'essaie de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, maman. Oui, c'est peut-être parce que ce qui se pense tout bas n'a pas à être dit tout haut. Peut-être parce que tout ce qui se pense n'est pas à être dit. Tu ne veux vraiment pas de ce bandana. J'en veux plus. Papa n'aurait pas été content de ça. Laisse papa où il est. Tu crois qu'il est content de toi? Ça t'allait très bien sur la tête. Vraiment très bien, Serette. Je suis pas Serette, je suis Lulu.
Lulu, tu ne veux vraiment plus de mon cadeau. Ni de quoi que ce soit de toi dorénavant. Mais alors, Lulu, ces vêtements, qu'est-ce que t'attends pour les retirer? Puisque ce sont des cadeaux de moi. Je te les rendrai après le repas. Je les veux ici et maintenant. Ne recommence pas, Zach. Ça te démange que je me mette à poil là devant toi. Lulu, qui t'a demandé une telle chose? Ai-je désiré une telle hérésie, man? Tu rêves dangereusement. Fais attention, Zach. Fais très attention à moi. Je suis pas maman. Bonjour, monsieur. J'ai lu votre annonce. Je t'ai attendu hier. Bonjour. J'ai eu, il y a 2 jours, quelqu'un d'ici, au téléphone. Il m'a dit que je pouvais passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas venu? Je ne bouge pas tant que Tu tu ne ne me vois réponds pas pas. que je suis au travail. C'est pour l'annonce. Lulu. Je m'appelle Lulu. C'est moi, Lulu. La fille du téléphone. Lulu. Baby Mo a dû vous parler de moi? C'est qui celle-là? Tu vois bien, elle cherche du travail. J'ai eu quelqu'un d'ici au téléphone. Et puis j'ai reçu la convocation. C'est pour le poste. C'est Baby Mo qui m'a demandé de venir vous voir. Une amie. La femme du commissariat, je sais. Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Autant le rappeler tout de suite, comme Baby Mo a dû vous l'expliquer. Je n'ai pas de diplôme. Juste un permis de conduire. Après ce qui est arrivé à mon père, j'ai plus le goût à rien. À commencer par l'école. Et j'ai tout arrêté. Tu ne veux pas me répondre? Mais je vous ai envoyé un dossier. Tout est dans mon dossier. Nom, date et lieu de naissance, niveau d'études. Enfin, j'ai pas fait d'études. De toute façon, tout est dans le dossier. Mais cela ne m'embête pas de vous en parler. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, de vive voix. Ton silence est d'un mépris Je inqualifiable. t'ai dit, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? J'ai besoin de ce travail. Qu'est-ce qui est terminé? Mes parents et moi en avons Mais besoin. qu'est-ce qui est terminé? Et puis j'aime ce travail. On peut même dire que c'est une vocation. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vocation? Grâce à mon père, depuis toute Vous êtes petite... prête à quoi? Pardon, madame? Pour la place, êtes-vous prête à tout? Oui, De quoi bien sûr. tu te mêles? Ce n'est pas un jeu, je travaille. Tu ne veux pas me répondre? Continuez, mademoiselle. C'est une vocation. Et je n'ai pas de diplôme. Mais je suppose qu'on n'en a pas vraiment besoin pour ce genre de travail. C'est mon frère qui aurait dû être là, devant vous, mais mon frère n'a pas la vocation. De toute façon, il a autre chose dans la tête. Peut-être, en fait, il n'a rien dans le crâne. Tu aurais pu m'appeler, me prévenir, La vocation m'a donc été transmise par mais me notre laisser père. là, en plan, dans cette chambre d'hôtel. Tout ça est d'un mépris. Peut-être que je me trompe, peut-être que je m'exprime mal. Je ne pense pas que je mérite un peu plus d'égards. Peut-être que vocation n'est pas le bon mot. Il m'arrive d'employer un mot pour un autre. Mais cela ne change rien au fait que j'ai besoin de ce travail. Pour ma mère et mon père et mon frère, et au nom du père. Au nom du père. C'est pour cela que je vous ai parlé de mon frère tout à l'heure. C'est lui qui aurait dû être là devant vous, mais il n'a même pas le permis de conduire. Et puis il n'a pas la vocation. Mon père a travaillé ici jusqu'à ce qui est arrivé. Les journaux en ont parlé. Même à la télé, ils en ont parlé. Mais je suppose que vous êtes au courant. Vous savez, l'entreprise est grande, Lulu. Immense. C'est un monde. Alors si on devait être au courant de tous les incidents qui arrivent au sein de l'entreprise... Mais bon, continuez. 1 heure avant, le jour où c'est arrivé, juste avant de partir au travail, papa a dit, parce que maman le suppliait de changer de travail, comme elle le faisait depuis cette attaque à la voiture piégée. La télévision en a beaucoup parlé, où tout le fourgon et l'équipage entier, bien évidemment, des gens que papa connaissait, s'est retrouvé complètement déchiqueté. Juste avant de partir au travail, donc, papa a dit, c'est ma vie. Le fourgon, c'est toute ma vie. Dis-moi au moins ce que je t'ai fait. Rien, tu ne m'as rien fait. Continuez, mademoiselle. C'était une tournée normale, habituelle, déjà faite des dizaines de fois. La routine. Un centre commercial. Ça s'est passé dans le parking du centre commercial. Vous ai-je déjà demandé si vous étiez prête à... Mais enfin, tu vas la laisser tranquille! Tu vois bien que je travaille. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Je m'en vais. D'abord, ce mec avec sa mitraillette a surgi devant eux, au moment où ils revenaient avec l'argent. Le type leur a gueulé de laisser les sacs d'argent par terre, et ils ne seraient pas tués. C'était au milieu du parking. Le mec gueulait toujours, mais il ne bougeait pas. Alors papa et le messager ont dégainé et ont à leur tour braqué le type à la mitraillette. Sans tirer non plus, parce que le type ne bougeait pas. Il le tenait simplement en respect, comme dans un film de Tarantino. De son côté, le chauffeur ne pouvait pas démarrer, l'argent n'était pas encore dans le fourgon. On ne sait pas combien de temps cette mitraillette et ces 2 revolvers seraient restés à se regarder ainsi, au milieu du parking, en chien de faïence si l'autre n'avait pas tiré. Parce qu'il y avait 2 autres malfaiteurs cachés derrière une voiture, et qu'ils n'avaient pas vu tout de suite. Un mec avec un fusil à pompe et un autre avec un fusil mitrailleur. C'est le gars au fusil à pompe qui a tiré le premier. Après,
Tout le monde s'est mis à tirer dans tous les sens et à gueuler. Les 3 malfaiteurs ont été tués, tout comme le messager, le collègue de papa. Le chauffeur n'a rien eu parce qu'il était resté derrière le blindage du fourgon. Papa aussi aurait pu s'en sortir sans cette balle dans la nuque. Une balle dans la nuque et papa est tombé face contre terre. Et vous pensez que c'est un métier pour une jeune fille? Pour ce métier, il faut une arme et du courage. C'est ce que papa disait. Et le courage n'a pas de sexe. Ton papa t'a peut-être aussi parlé d'abnégation et de l'indéfectible loyauté envers l'entreprise. Oui. Et même de beaucoup plus. Il m'a parlé du sens du sacrifice à avoir, que ma vie doit être le dernier bouclier devant la survie de l'entreprise, et mon sang pour l'entreprise. J'y suis prête. Supposons que les malfaiteurs aient pris votre père en otage après que l'argent a été mis en sécurité dans le fourgon. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été le chauffeur? Démarrer. M'en aller puisque l'argent est dans le fourgon. Vous abandonnez votre père sur place. Papa m'a toujours dit, ce qui compte, c'est l'argent. Et l'argent, c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc en principe, le fourgon doit s'en aller. Papa doit rester. C'est comme ça. C'est l'ordre. À partir du moment où l'argent est dans le fourgon, papa ne sert plus à rien. Non. Non, ce n'est pas ça. Ça n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'à partir du moment où l'argent n'est plus là, que le fourgon est parti avec, papa ne sert plus à rien aux gangsters. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme otage, papa ne sert plus à rien aux malfaiteurs. En principe... Je vous écoute. En principe, parce que vous savez que les choses ne sont pas si simples. Mais ce qui est clair, c'est ce que me disait papa. Seul compte l'argent à convoyer, c'est-à-dire la survie de l'entreprise. Parce que sans l'entreprise, il n'y a plus d'hypermarché, plus de distributeurs automatiques, plus d'économie, plus de finances, plus de banques, plus de bourses, plus de gouvernement. L'argent, c'est le sang du monde. Et le sang, même frais dans un bol, c'est déjà plus la vie. Le sang dans la terre, ce n'est qu'une tombe. Pour que la vie demeure, le sang a besoin de bouger, de circuler, d'être transporté. Et dans le monde, l'entreprise, c'est comme ce qui dans le corps transporte le sang d'un organe à un autre. Sans l'entreprise, tout s'arrêterait donc. Et personne n'a intérêt à ce que tout s'arrête. Le courage, dites-vous à juste titre, mademoiselle, n'a pas de sexe. Qu'êtes-vous prête à faire pour montrer votre total dévouement à l'entreprise, en dehors, bien entendu, de donner votre vie? Tout. Tout, c'est-à-dire quoi? Mais tout. Supposons, Lulu, que l'entreprise vous demande d'ôter votre foulard. Ça? C'est pas un foulard, c'est un bandana. C'est mon frère qui me l'a offert. C'est votre frère, Lulu, qui a exigé de vous que vous le portiez? Non, on peut pas dire cela, je le porte. J'aime le porter, c'est tout. Je lui avais jeté à la figure à la suite d'une querelle. Après, il s'est excusé. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout cela. Ce sont des histoires de famille. Mais le bandana, je peux le retirer si Non, cela... non, Lulu. Il vous va ravir. Et les chaussures, c'est également lui? Non, les chaussures, c'est ma mère. Elle dit que ça va me permettre de me tenir droite. Ses talons aiguilles soulignent délicieusement vos belles jambes, Lulu. Merci, monsieur. À présent, Lulu, l'entreprise vous demande de retirer vos vêtements. Retirer mes vêtements? Oui, pour un emploi. Me déshabiller. Vraiment, me déshabiller. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris. Vous m'avez demandé de me... Tous vos vêtements. Eh bien... Vraiment tout, Lulu. Votre culotte également. Voilà. Vous êtes infiniment plus mignonne ainsi, Lulu. Le métier. Notre père m'en a souvent parlé. Notre père me l'a inculqué. Notre père m'a appris à l'aimer et je l'aime. Ne serait-ce qu'au nom du père. J'ai la vocation. Ce n'est peut-être pas le mot exact. Il m'arrive quelquefois d'employer un mot pour un autre. Mais c'est quelque chose comme ça. Quelque chose qui dit que je suis prête à tout pour entrer dans l'entreprise. Parce que, comme disait papa, j'en ai l'intuition. C'est ma vie. Le fourgon, c'est toute ma vie. Je vous en supplie, qu'on me laisse enfin un bout de chance. Je désire entrer dans l'entreprise, parce que j'ai besoin de donner ma vie pour quelque chose de grand, de hautement humain, parce que
J'ai envie que le sang continue à circuler et à circuler dans les veines du monde, parce que je n'ai pas envie que soudain tout s'arrête, parce que c'est ma vocation, parce que. Voilà. Voilà, alors c'est... je sais pas trop comment parler plus de... C'est un auteur qui, après, on aime ou pas son écriture, mais en tout cas qui touche beaucoup, je trouve, et qui met en scène les égarés, les petites gens, et surtout qui montre aussi à quel point... même si un système complètement nous détruire, on a totalement envie de rentrer dedans. C'est ce que j'essayais un petit peu de montrer qu'Émiré aussi dans Presque égal A. Je trouvais que c'était ça qui se répondait. Voilà. Je sais pas si toi tu as eu le temps de lire l'intégralité. Non, mais justement, je découvre ce soir ce Kofi Kwaolela, parce qu'en fait, moi, je connaissais le romancier et pas l'homme de théâtre, alors que je sais que c'est avant tout un homme de théâtre, et que les romans, pour lui, sont marginaux, enfin, dans sa production. Mais je l'avais découvert à travers Monsieur Qui, notamment, ce livre aussi, quoi, Rhapsodie parisienne à sourire pour caresser le temps. Donc, on retrouve l'écriture, l'inventivité dans la façon de créer des phrases, quoi. Mais c'est beaucoup moins profondément social. En revanche, dans la façon de jouer avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'envie de s'approprier quelque chose et le type de compromis qu'on est prêt à faire pour ça. Dans Monsieur Qui joue en fait entre l'histoire rêvée, imaginée d'une chambre de bonne en fait dans le 17e arrondissement à Paris, et derrière il y a tout un village ivoirien en fait qui existe avec une histoire de folie, de folie, voilà, comme ça serait appelé folie en fait si on devait consulter demain matin, mais qui est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Et je trouve qu'il y a vraiment une façon qu'il a, en tout cas, de jouer avec le langage qui est assez incroyable. Et là, dans cette partie en fait théâtrale qui est en même temps très ancrée dans une réalité justement pas du tout magique ou quoi que ce soit, enfin, mais il y a vraiment quelque chose de chaque mot, j'ai l'impression, chaque phrase prend plusieurs sens, et il y a un beau travail des acteurs pour arriver à laisser cette espèce de queue de comète qui reste en suspens en se disant mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement ce que je viens d'entendre, quoi. Et moi j'aime beaucoup ça. Mais c'est une découverte ce texte-là ce soir. Du coup, on a un dernier extrait à vous lire, donc là c'est de la prose. Alors on va essayer avec Milly de s'en emparer à notre manière. Oui, je vous avoue que c'est pas facile. C'est Hugues qui nous a fait découvrir ce texte. Donc c'est Les Effondrés de Mathieu Larnaudy. Alors, je vais... en fait, comme Mathieu n'est pas là, je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit, parce que je trouve qu'elle est très bien écrite. Pour le coup, elle va bien mieux résumée que moi. Ils occupaient, dans le monde de l'argent, du business ou de la politique, des places dominantes jusqu'à ce violent séisme qu'on appelle crise. Aussitôt, certains vacillent, s'effondrent, passent aux aveux, disparaissent ou se suicident, tandis que d'autres au sommet des États font rempart de leurs discours, explications, plans de sauvetage, remèdes en tout genre. Qu'ont-ils en commun ? D'avoir contemplé l'inimaginable. Car quoi qu'il en soit désormais de leur rétablissement, c'est bien le dogme de la fin de l'histoire qui, avec leur sacro-saint libéralisme, a mordu la poussière. Ni récit catastrophe, ni roman social sur la France d'en bas, Les Effondrés, saisit quelques personnalités fameuses ou fictives dans l'inexorable débâcle de leur édifice idéologique. Il y a certes un peu d'insolence à confronter ainsi littérature et faillite de leur dogme, et beaucoup d'ironie dans cette immortalisation de leur bien fâcheuse posture. Il faut que tu me dises exactement. Alors, il faut juste que je revienne moi, page, voilà. Page 11. Alors, on va vous lire un extrait pour pas du tout vous
spoiler le livre, on va dire comme ça, qui est au tout début, ça se dit pas du tout ça. Non, mais je connais pas le synonyme. qui est tout début, donc chaque partie donc est sur un personnage, et le premier s'appelle donc Effondrement, c'est tout début de la crise. La fin de l'histoire était finie, et l'on vit une main portant à l'annulaire une alliance en or, au poignet une montre de fabrication suisse, se poser sur un miroir pour en balayer la pellicule opaque déposée par la condensation, au-dessus des lavabos, dans les chiottes du London Stock Exchange, et y faire apparaître une face blafarde, à la fois pouponne et défaite, juvénile et déconfite, aux joues rondes, au menton pendant, aux pommettes gonflées, aux orbites enfoncées dans une crevasse profonde, sombre, forée par la peur, l'état d'alarme et la fatigue, et qui, de se rencontrer soudainement dans ce reflet, interdite de se voir ainsi, se fixait elle-même, avec une insistance désarmée. L'on vit au même instant, à quelques rues de là seulement, au 14e étage d'un building de la City, regardant défiler, s'intervertir, se corriger les colonnes de chiffres actualisés en temps réel, se digitaliser les fluctuations des valeurs sur lesquelles il avait décidé, parce que sa compétence l'y inclinait, parce que l'analyse technique qu'il avait menée, parce que les renseignements dont il disposait, parce que son intime conviction l'y incitait de porter la part du fonds d'investissement dont sa profession consistait à garantir le rendement, puis se renversant en arrière sur son fauteuil, pour jeter un œil sur le grand cadre lumineux de la télévision, appliqué contre un mur de son bureau, entre une porte capitonnée et le pan d'une lourde bibliothèque de bois sombre supportant les trophées et les médailles glanées dans diverses compétitions sportives, la photographie des rangs, étagés sur 3 niveaux pyramidaux, de la promotion d'une grande école anglaise, le portrait d'une femme, celui d'un enfant, et un choix restreint d'ouvrages juridiques, d'actualité et de référence. Et branché sur Bloomberg, pour y voir se confirmer les tendances dont il constatait les effets sur son poste, pour vérifier donc, d'un plan numérique à l'autre, la concordance des informations, par elle seule la validation possible de la réalité, un jeune homme vêtu d'un pantalon de flanelle grise et d'une chemise pâle, aux manches retroussées sur ses avant-bras, et qui n'avait d'orgueil et vocation qu'à être un autre de ceux qui s'étaient placés dans le sillage des vainqueurs, qui avaient suivi leur modèle, appliqué avec scrupule, avec talent leurs préconisations, leur savoir, marquer un temps d'hésitation, se lever, faire quelques étirements, balancer la tête à gauche, à droite pour faire craquer sa nuque, joindre dans l'air ses mains et tendre ses épaules vers l'arrière, par la fenêtre quelques instants considérer le ciel, la pluie qui tombait, revenir à sa table, hésiter de nouveau, s'apprêter à saisir son téléphone portable mais se raviser, froisser une feuille de papier sur laquelle une série de sigles et de noms propres était notée en vis-à-vis de nombres et de virgules, la rouler en boule dans son poing, l'expédier d'un mouvement de dépit, empreint d'une indéniable dextérité, dans une corbeille posée au sol, vissée dans la moquette, à l'extrémité opposée de la pièce. Et de l'autre côté de l'océan, dans une autre de ces minuscules zones urbaines, de ces bulles blotties, nouées sur quelques rues au cœur de la mégapole, pour y concentrer les activités cardinales de l'échange, y accueillir les infrastructures du marché, identifier ce dernier à un lieu, à la puissance d'évocation d'un nom, à des corps, des voix, des codes vestimentaires et des sujets moraux, pour rassembler allégoriquement les flux de ce grand organisme démembré, désincarné, réticulaire et éparpillé, lui conférer un territoire palpable et localisable comme une caution de matérialité affirmant son ancrage et son appartenance à même la réalité physique et géographique, et pour y cristalliser surtout la fascination et la force d'attraction liées à son pouvoir symbolique, dans le sein des saints de la transaction universelle, où œuvrent ensemble les sex-appeals de l'immatériel et le prestige de la décision, dans l'œil du cyclone pour ainsi dire, et encore dans des chiottes. Un trader, son pantalon de costume rabattu aux chevilles, assis, cuisses écartées, sur le plastique tiède et blanc de la lunette, légèrement grisé par le parfum flottant, rassurant, des détergents et des pastilles désodorisantes, feuilletant un magazine spécialisé dans le golf,
ou la marine de plaisance, ou les cigares, ou dans la pornographie, comparant les mérites de tel yacht, de tel fer, bois, puteur, de tel tabac, tel cul, entendit s'ouvrir la porte du couloir et vit passer, sous le battant de la cabine qu'il occupait, sur le carrelage impeccable, une paire de chaussures qu'il reconnut pour celle d'un gérant de fonds travaillant dans un bureau proche du sien, à qui il adressa un salut amical et enjoué, auquel celui-ci répondit, en se déboutonnant dans la cabine voisine, par un balbutiement indistinct avant de se mettre à renifler, puis de s'excuser pour ses reniflements qui redoublèrent. Il hoqueta. Il fit cogner contre les parois de la boîte métallique qui le renfermait le rouleau de papier toilette qu'il tirait nerveusement, dans lequel il se mouchait, où sa morse se mêlait à ses larmes. Il couvrit ce fracas de quelques jurons basiques, bredouilla quelques excuses comme un enfant pris en faute. Il dit « Je craque. » Un peu. Il entreprit de raconter les quelques bribes d'une histoire d'une banalité affligeante, dont son coreligionnaire, qui eut, au moment même où il l'entonna, l'impression de la connaître d'avance, s'ennuyait déjà, trouvant en outre gênant, déplacé, l'impudeur burlesque et le débraillé sentimental de sa confession. De lui exposer le détail des déboires qui le frappaient, des opérations malencontreuses qu'il avait seul, sûr de lui, pris le parti d'engager, sans avoir eu un recours préalable aux services ni aux évaluations de son pôle de recherche, et leur échec lamentable, total, dont il devait maintenant, tout aussi seul, malgré la désastreuse conjoncture générale, assumer pleinement, jusqu'au bout, les conséquences. Il se moucha encore, annonça son inéluctable et prochain licenciement. Il dit « Je suis viré ». Il dit « J'ai une femme et un gosse ». Ce que l'autre, naturellement, savait déjà. Il donna un coup de poing rageur contre le cercle de métal contenant le papier hygiénique. L'autre sursauta. Il fulmina contre les circonstances, contre la déroute de ses certitudes, contre chacun, tour à tour, des grands mots qu'il avait jusque-là, guidés dans son métier et dans son existence, qui avaient été ses sémaphores sémantiques, ses points de repère inamovibles et lumineux dans la nuit chaotique du langage. Il maudit, comme au cours de ces longues semaines, de ces longs mois d'effondrement, de part en part du globe unifié, les maudire d'innombrables voix, à grand renfort d'insultes tonnantes, et triomphateurs dont il avait cru être, qu'ils avaient cru être, et ceux dont ils avaient cru n'avoir qu'à poursuivre les confraternels et justes desseins. Il maudit leur morgue hautaine, les affirmations du bien fondé absolu de leurs pratiques, de leurs techniques, de leurs exemples. Voilà. Je pense que tu en parleras mieux que Non, mais parce que nous on a eu. J'étais vraiment très curieux de savoir comment vous vous y prendriez, parce que bon, c'est un texte que j'adore. Ouais. Bon, qui par rapport aux deux qu'on a entendus précédemment, c'est évidemment une sorte de contraposé, hein, puisque là on parle, les effondrés, on va parler de 20, 25, 30 puissants. Enfin, c'est des gens, c'est soit des financiers, mais de très haut vol, des dominants, soit des hommes politiques. Parmi les personnages, qui sont quasiment jamais cités par leur nom, mais qu'on peut reconnaître très facilement ou un peu plus difficilement, on va trouver Nicolas Sarkozy, Alan Greenspan, on va trouver aussi des gens plus anonymes si on veut, mais avec deux recherches internet, on voit de qui il s'agit, parce que tout est vrai en fait là-dedans. Et c'est vraiment la façon dont ces gens à qui tout réussit, justement, qui sont tellement éloignés de ce qu'on a entendu Pôle emploi, ils savent juste que ça existe, parce qu'ils ont vu le mot une fois marqué dans les journaux. Et tout à coup, en 2008, avec la crise des subprimes, donc la crise, leur monde se met à trembler. Et en plus, ils en sont, beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces 20 ou 25-là, assez responsables en réalité. Et ce que Mathieu Arnaudi a réussi à faire, et je trouve que vous l'avez bien rendu dans le choix de l'extrait, dans la façon de le lire, c'est de dire les choses, la façon dont ça tremble, dont ça se fissure, dont le doute s'installe. Bon, 11 ans après, on a vu que le doute, il n'est pas resté longtemps. Hein. Voilà. Il faut s'en souvenir à chaque fois qu'on nous demande de voter, notamment. Mais bon, je ne veux pas faire de propagande politique ce soir. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'arriver, et c'est pour ça que c'est un peu délicat à aborder, c'est que c'est une phrase qui ne s'arrête pas, en fait. Le type de phrase qu'a choisi Mathieu Arnaudi pour raconter, en fait, ce tremblement généralisé des puissants, c'est que voilà ce qui se passe, voilà, en fait, ce que ça instille dans un premier niveau de parenthèse, quasiment,
puis voilà en fait comment ça aurait dû se passer. Ça aurait dû être écrit comme ça, et puis le doute s'installe, et donc la phrase se met à trembler elle-même, et on voit qu'il y a une voix à l'intérieur de la voix qui vient dire non mais attendez, c'était pas exactement comme ça. Enfin, donc il y a à la première lecture, moi ça avait fait la même impression que quand on regarde un DVD, enfin d'un film qu'on connaît par cœur, et où en fait on a le commentaire du réalisateur et des acteurs en même temps. En fait. Et donc on a vraiment plusieurs niveaux de langage et d'interprétation qui se précipitent. Et d'arriver à le faire comme ça, je trouvais que c'est assez rare en littérature et que c'était particulièrement bien fait. Et que, donc évidemment, c'est un peu un défi théâtralement. Ah ouais, là c'est ardu. Ce qui est extraordinaire, si je peux dire une chose sur ce texte, moi je l'adore, c'est que la phrase reflète parfaitement la sidération totale de ces gens qui sont habitués à décider en un clin d'œil, à être au sommet du monde, et qui là tout à coup se retrouvent dans quelque chose qu'ils ont créé effectivement, et qui ne comprennent plus et qui ne contrôlent plus. Et la phrase s'étend, et ils ont vraiment l'impression d'être dans cet aspect de suspension. C'est-à-dire à chaque fois à chaque fois que Milly ou moi on a repris la parole, c'est un moment où il y avait un point-virgule ou un point. C'est-à-dire que vous avez vu le nom, c'est-à-dire que ça s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Mais c'est assez, c'est un peu ce qui nous arrive quand on est en état effectivement de sidération, quoi. On a l'impression que tout défile sans jamais. C'est quelques mois qui n'ont pas duré très longtemps, mais où effectivement les gens sont confrontés, enfin ces gens-là sont confrontés à les effondrer. C'est-à-dire pour eux c'est un monde de certitude, mais de certitude absolue, dont nous en fait à nos échelles on a à peine le ressenti d'à quel point le monde il est solide pour eux. C'est comme ça, enfin, c'est le monde du néolibéralisme flamboyant, c'est le monde d'Alan Greenspan, c'est comme ça que ça se passe, tout s'ajuste, tout est variable d'ajustement. Et là d'un seul coup, pendant pas très longtemps, pendant 3-6 mois, ça tremble, les variables d'ajustement ne veulent plus s'ajuster, et d'un seul coup, ça renvoie effectivement dans la figure, et ça crée cet effet de sidération, tout ce qu'on a raconté depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 mois, qui s'avère, en tout cas, à un instant donné, justement, pas vrai, mais faux, incertain, complètement flou, et donc qui conduit effectivement à des effets. Alors, et ce qui est aussi magique, mais ça, enfin, il faudrait lire le roman, ce quoi je vous encourage bien entendu. Enfin, la variété en fait des réactions possibles par ces grands seigneurs de la finance et de la politique. Certains vont aller jusqu'au suicide. Un milliardaire allemand qui va se coucher sur les rails devant une locomotive, et c'est vrai. D'autres qui, au contraire, vont dire « Non, mais attendez, j'ai jamais dit ça, vous m'avez mal compris. » Ça, on en connaît quelques-uns, en France ou ailleurs, qui peuvent dire « Non, mais attendez, ça fait 15 ans que je dis ça, mais vous avez mal interprété ce que je disais. Beaucoup d'économistes. Je n'ai pas tort, j'ai toujours dit que c'était comme ça. » Donc il y a une façon de réécrire l'histoire qui est magnifique. Et ça, vraiment, Mathieu Larnedy l'a vraiment saisi, ce moment de doute, de vibration, de fissure, mais que le capitalisme tardif a su combler, en tout cas dans les 10 ans qui ont suivi, assez joliment. Jusqu'à la prochaine fois. Avant qu'on boive un verre et qu'on discute, moi j'avais juste envie alors si j'ai le droit, de vous lire un extrait d'un petit texte que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, qui je trouve, et je vais le prendre, pardon, qui je trouve est très très beau et que je pense que vous connaissez certainement, mais qui je trouve en cette période est assez incroyable. Alors je vais vous le lire parce que je trouve que ça fait toujours du bien d'entendre de vieux auteurs de temps en temps. Je vous le lis dans à peu près 30 secondes. La Révolution, c'est la France sublimée. Il s'est trouvé un jour que la France a été dans la fournaise. Les fournaises à de certaines martyrs guerrières font pousser des ailes, et de ces flammes cette géante est sortie archange. Aujourd'hui, pour toute la terre de France, s'appelle Révolution, et désormais ce mot Révolution sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie. Oui, tous tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, quelles qu'elles soient, poèmes, drames, romans, histoires, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules de théâtre, comme dans le recueillement des solitudes, oui,
pour tout. Oui, toujours. Oui, pour combattre les violences et les impostures. Oui, pour réhabiliter les lapidés et les accablés. Oui, pour conclure logiquement et marcher droit. Oui, pour consoler. Oui, pour secourir. Pour relever. Pour encourager. Pour enseigner. Oui, pour penser en attendant qu'on guérisse. Oui, pour transformer la charité en fraternité. L'aumône en assistance. La fainéantise en travail. L'oisiveté en utilité. La centralisation en famille. L'inéquité en justice. Le bourgeois en citoyen. La populace en peuple. La canaille en nation. Les nations en humanité. La guerre en amour. Le préjugé en examen. Les frontières en soudure. Les limites en ouverture. Les ornières en rail. Les sacristies en temple. L'instinct du mal en volonté du bien. La vie en droit. Les rois en hommes. Oui, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne. Oui, pour être frère du misérable, du serf, du félat, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné et du damné. Oui, nous sommes tous tes fils. Révolution. Victor Hugo. Bravo. Elle est payée par le fond de gauche. Pas du tout. Par la France insoumise. Non, j'ai découvert ce texte il n'y a pas longtemps, mais c'est quand même un très beau texte de Victor Hugo qui aujourd'hui résonne. Voilà. Merci Mais infiniment. en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Si vous souhaitez, il y a les livres qui vous ont été lus qui sont en achat, Oui, voilà, donc il y a en vente, pardon. Donc il y a le texte de Mathieu Lalundi, le texte de Jonas Hassen Kemiri et un texte de Kofi Kohler qui est pas La Mélancolie mais un autre de ses textes pour le découvrir. Et il y a aussi le texte de notre première pièce, Provisoire, voilà, qui est aussi là. Voilà. Vraiment, merci Merci beaucoup. à vous. Merci.